L'OTAN, la plus puissante alliance militaire depuis la Seconde Guerre mondiale. Avec les États-Unis, le Canada et la majorité des pays européens, elle domine la puissance militaire mondiale depuis des décennies. Mais depuis l'élection de Donald Trump, l'alliance montre des signes d'instabilité. En 2016, il avait déclaré que les États-Unis pourraient ne pas défendre les alliés qui ne dépensaient pas assez. Et en 2024, il a averti un dirigeant européen de payer sous peine de perdre la protection américaine, allant même jusqu'à dire qu'il encouragerait la Russie à attaquer les pays qui n'atteignaient pas l'objectif des 2%. Aïe. Alors, si les Américains réduisent leur engagement, l'OTAN peut-elle survivre ? Et l'Europe serait-elle capable de combler le vide toute seule ? Aujourd'hui et mercredi, les dirigeants se réunissent à La Haye pour un sommet crucial. Et il y a une question que tout le monde se pose, Trump sera-t-il de bonne humeur ? L'objectif principal du sommet ? Porter les dépenses militaires à 5% du PIB. Cela se décompose en 3,5% pour les coûts militaires directs et 1,5% supplémentaires pour les domaines qui sont reliés à la défense, comme les infrastructures ou la cybersécurité. Ce n'est pas seulement une réaction à l'agression russe, c'est aussi une manière de calmer Donald Trump. Car les dirigeants européens savent très bien ce qui est en jeu si les États-Unis quittent l'Alliance. Les Américains dirigent l'OTAN depuis 1949. Leur puissance aérienne, leurs troupes et leurs services de renseignement sont l'épine dorsale de l'Alliance, des Balkans jusqu'en Irak. Aujourd'hui, les États-Unis ne couvrent qu'environ 16% du budget officiel de l'OTAN, c'est-à-dire les frais administratifs et de fonctionnement. Mais leur véritable contribution va bien au-delà. En matière de dépenses militaires totales, les États-Unis assument plus de 70% de l'effort, soit environ 916 milliards de dollars. C'est plus que tous les autres alliés réunis. L'OTAN compte environ 3,4 millions de soldats actifs. Mais sans les 1,3 million de militaires américains, ce chiffre tombe à 2,1 millions. Cela peut ne pas sembler dramatique, mais c'est la différence entre une force intégrée et 31 armées distinctes. Côté matériel, l'OTAN aligne environ 11 500 chars de combat principaux, 312 avions de chasse et 1140 navires de guerre. L'armée américaine en fournit 4640 chars, 1300 avions et près de 300 navires. Autrement dit, sans les États-Unis, l'OTAN perd environ 40% de ses chars, 42% de ses avions de chasse et 26% de sa flotte navale. Et il ne s'agit pas seulement de la quantité. La marine américaine ne compte peut-être que 300 navires, mais leur tonnage total atteint 4,5 millions de tonnes. En comparaison, l'ensemble de l'OTAN totalise environ 5,7 millions de tonnes, grâce surtout au Royaume-Uni, à la France, à l'Italie et à la Turquie. Sans les États-Unis, l'OTAN perdrait 79% de sa puissance navale. Mais encore au-delà de l'argent et des troupes, 3 autres éléments déterminent la véritable puissance de l'OTAN. Le premier, c'est le complexe militaro-industriel. Les États-Unis peuvent produire des armes à grande échelle. Artillerie, avions de chasse, tout ce qu'il faut. Dans des guerres longues comme celle en Ukraine, cette capacité industrielle est essentielle. Par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis sont passés de 14 navires construits en 1940 à près de 1500 en 1944. Mais bon, même si les Américains quittaient l'OTAN, ils continueraient probablement à vendre des armes à l'Europe. C'est un marché simplement trop lucratif. Et soyons honnêtes, Trump adorerait ça. Mais cela reviendrait à renforcer l'industrie américaine et pas celle de l'Europe. Le deuxième point à prendre en compte, c'est l'efficacité des opérations militaires. Une armée qui est placée sous un commandement unifié est beaucoup plus efficace qu'une série de petites armées qui doivent coopérer. Les Américains disposent d'une capacité de déploiement rapide, de systèmes de communication interconnectés. Ils parlent une seule langue et peuvent en général prendre des décisions et mener des opérations comme une seule et même entité. Et en comparaison, les autres pays de l'OTAN doivent coopérer pour parvenir au même niveau d'opération militaire. L'OTAN sait le faire, mais ce qu'apporte le commandement américain à l'Alliance est considérable. La troisième raison pour laquelle tout ne se résume pas aux chiffres, c'est la technologie et le renseignement américain. La technologie militaire des Américains est de très haut niveau. Ils apportent des satellites et du GPS, la NSA et la CIA. Ils ont tous les outils. Cela rend leur armée bien plus efficace que celle de l'Europe, même si nous avons plus de soldats. Environ 80% du renseignement et de la surveillance de l'OTAN parviennent des États-Unis. Et même si l'Europe investissait massivement dans la défense, il lui faudrait des décennies pour rattraper ce retard. Et enfin, l'arme nucléaire. Les Américains possèdent plus de 5000 bombes nucléaires réparties sur une triade, terre, air et mer, silos, avions et sous-marins. La Russie en détient à peu près autant, environ 5600, également avec une triade. L'Union européenne et le Royaume-Uni, ensemble, ne comptent qu'environ 515 et 100 triades complètes. Le Royaume-Uni ne peut lancer ses armes nucléaires qu'avec les missiles Trident qui sont fabriqués aux États-Unis. La France, elle, dispose de plus d'options avec des missiles lancés depuis des avions Rafale et depuis des sous-marins, et non avec des missiles américains.
Sans les Américains, l'OTAN devrait mettre en place un nouveau parapluie nucléaire basé sur les arsenaux français et britanniques. Mais ces arsenaux sont limités et il faudrait sans doute les renforcer rapidement. Il y a 2 manières pour les États-Unis de quitter l'OTAN. Ils pourraient soit en sortir de façon nette et officielle, ou soit faire un départ silencieux, une sorte de désengagement progressif sans rupture formelle. Regardons d'abord la première option, une rupture franche avec l'OTAN. Article 13 du traité de l'Atlantique Nord prévoit que tout membre peut quitter l'Alliance avec un préavis d'1 an. En théorie, les États-Unis peuvent donc s'en aller. Mais en 2024, Biden a signé une loi, le National Defense Authorization Act, qui exige une majorité des 2/3 au Sénat pour quitter l'OTAN. Or, avec seulement 53 sièges sur 100, les républicains n'ont pas assez de voix. Donc soyons clairs, bonne chance Trump. La deuxième option, en revanche, est beaucoup plus simple. Un retrait silencieux de l'OTAN. En tant que commandant en chef, Trump contrôle le niveau d'aide que les États-Unis apportent à l'OTAN. Et c'est là que ça devient intéressant. L'article 5 du traité est volontairement flou sur ce qui constitue une assistance. Il pourrait donc retirer les troupes, réduire le financement ou limiter la coopération. Si l'Union européenne était attaquée, les États-Unis pourraient se contenter d'envoyer des casques au lieu d'armes. Mais voilà le problème. La force de l'OTAN repose sur la dissuasion. Elle fonctionne parce que personne n'ose la mettre à l'épreuve. Les États-Unis défendraient-ils vraiment l'Allemagne ou l'Estonie ? Peu importe, tant que la Russie y croit. Mais si les États-Unis se retirent discrètement, cette croyance s'effrite. Et chaque pays devra alors rassurer les États en première ligne, seuls. Et ça briserait l'alliance. La Pologne défendrait-elle l'Estonie ? Peut-être. Mais l'Espagne, sans troupes américaines derrière elle ? Rien n'est moins sûr. La conclusion est claire. L'Europe ne peut tout simplement pas remplacer la présence américaine à court terme. Mais à long terme, c'est une autre histoire. Avec les bons investissements et une planification stratégique adaptée, l'Europe pourrait atteindre une indépendance militaire totale. Et cela pourrait se faire de 2 manières. Option 1. Renforcer les armées nationales et améliorer rapidement la coordination militaire. L'Europe devrait créer une structure de commandement commune au sein de l'OTAN, établir des normes d'équipement communes et investir massivement dans les drones, la cybersécurité et les munitions. Sans une meilleure coordination, les coûts de la défense s'envoleraient et les efforts nationaux isolés ne suffiraient pas à dissuader les agresseurs. C'est la voie que suit actuellement l'Europe. Ou option 2. Créer une armée européenne unifiée, une force supplémentaire d'au moins 200 000 soldats fournis par les armées nationales pour remplacer la présence américaine en Europe. Cela ne signifierait pas la fin de l'OTAN, mais un changement. Une alliance qui est plus équilibrée, où l'Europe prendrait la tête et les États-Unis joueraient un rôle de soutien. Une OTAN où la dissuasion ne reposerait plus uniquement sur Washington, mais sur une force européenne crédible, capable d'agir rapidement et de manière coordonnée. Si l'Europe réussit ce pari, elle ne sauverait pas seulement l'OTAN, elle la rendrait enfin véritablement transatlantique. Et voici mon point de vue. Si l'Europe veut une véritable capacité de dissuasion et une table à la place des grands, elle doit agir comme une seule entité. Ce n'est qu'à cette condition qu'elle pourra remplacer la puissance américaine. Parmi les options envisagées, les 2 ont du potentiel, mais la seconde offre bien plus d'avantages. En construisant une armée européenne unifiée, les achats en masse deviendraient plus simples et moins coûteux lorsque l'Europe achète en bloc. La standardisation est fortement renforcée. Plutôt que de gérer 17 types différents de chars dans les armées nationales, une force unifiée pourrait se limiter à un seul modèle. Un commandement unifié, structuré de manière unique, comme un pilier distinct au sein de l'OTAN, serait bien plus efficace que des variantes nationales. Et voici un autre avantage. Les armées nationales pourraient s'appuyer sur les efforts d'achat et de standardisation de l'UE. Cela améliorerait leur propre capacité et leur coordination, sans pour autant les contraindre à adopter des systèmes d'armes ou des chars spécifiques. Mais parvenir à la seconde option nécessiterait une volonté politique massive et une refonte complète de la structure de défense européenne. Ce ne sera pas, malheureusement, un processus rapide. Si vous souhaitez découvrir comment l'UE pourrait créer une armée plus unifiée, regardez notre vidéo ici qui explique à quoi cela pourrait ressembler. Un grand merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour plus de contenu. À la prochaine!